Pronto, agora vamos ouvi-los, viu, gente? Desliguem os celulares que vocês têm a outra. Bien, je peux commencer? Oui. Donc, merci pour votre invitation. J'espère que vous serez aussi content à la fin qu'en commençant. Donc, je vais vous présenter quelques notions importantes pour le point de vue. Alors, je sais que on m'avait dit que vous souhaitiez que je parle aussi de la prise en charge, mais je ne peux pas parler de tout à la fois. Et comme la prise en charge, j'en parle au colloque, je crois que ça suffira. Mais enfin, s'il y a besoin de davantage d'informations, on verra comment on peut faire. Voilà, donc je vais commencer par une définition globale du point de vue, sa relation avec la notion d'empathie, puis ensuite on rentrera dans les termes linguistiques. Alors, si vraiment il y a des problèmes de compréhension, vous me le dites. Si ça va trop vite, vous me le dites aussi. Vou aprender o que ele vai falar, né? Eu acho que isso já está para mim. Não, você disse, falando doucement. Il faut que je parle plus lentement. Donc, premièrement, il faut bien comprendre que ce dont je vais vous parler, c'est difficile parce que j'ai eu une progression dans ma réflexion sur le point de vue. Donc j'ai commencé par étudier dans mes deux livres de 97 et 98 le point de vue qui était le point de vue avec les perceptions. Et puis j'ai élargi ma réflexion à d'autres formes de point de vue. Donc il faut toujours, quand j'utilise l'expression point de vue, se demander en quel sens. Est-ce que c'est au sens 98? Est-ce que c'est au sens, voyez, de telle forme ou telle autre? J'ai évolué, mais je ne renie pas mes travaux de 1998. Tout simplement, je les intègre dans une réflexion plus vaste, plus globale. D'accord? C'est ce que je vais essayer de vous montrer avec ça. Mais avant de commenter ce schéma, avant de commenter quand même une petite définition globale du phénomène global du point de vue tel que je le pense aujourd'hui, qui vaut pour des formes différentes de point de vue. Donc, un point de vue, il s'exprime dans un contenu propositionnel. Donc cette notion de contenu propositionnel, vous connaissez, c'est une proposition. C'est une formulation qui vient de l'Antiquité, des logiciels de l'Antiquité. On parlait pas de phrase, on parlait fortiori pas d'énoncé, on parlait de proposition. C'est une prédication, un modus et un dictum. Je dis que la neige est blanche, etc. Ou je dis qu'il fait chaud à Natal. Il y a un contenu propositionnel qui consiste à dire à Natal, il fait chaud. Et ce contenu propositionnel, les anciens considéraient qu'il était purement objectif. On le reformulait en disant Natal, température chaude. Je considère qu'en réalité, tout contenu propositionnel est la source d'un point de vue. La source d'un point de vue, c'est-à-dire que la langue ne fait pas que dénoter un objet du discours, en l'occurrence à Natal, il fait chaud. La langue, elle, renseigne sur la façon dont le locuteur se positionne par rapport à ce contenu. C'est-à-dire qu'en gros, on ne dit pas en principe qu'il fait chaud à Natal, on dit oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud à Natal, ou chic, il fait chaud à Natal. Enfin, vous voyez, l'énoncé, ça n'a pas de sens de dire il fait chaud à Natal. Sauf si c'est une information pour dire qu'à Natal, il fait chaud par rapport à Ushuaïa, ou etc. Donc, ce contenu propositionnel, il comprend un jugement, et ce jugement, il est soit explicite, soit implicite. Explicite, si je dis oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud, ah là là, ça explicite ma réaction, mais je peux dire tout simplement il fait chaud à Natal. Vous
partant qu'il fait trop chaud pour moi à Natal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le point de vue, c'est toujours dénoter un objet, ici la chaleur, et donner la position du locuteur, et en réalité pas du locuteur, on va voir de l'énonciateur, sur l'objet de discours. Et donc, ce jugement, ce point de vue, il existe indépendamment du fait que j'exprime une opinion. Hein? Parce que si je dis simplement « il fait chaud à Natal », ça n'a pas tellement l'air d'une opinion. Hein, ça n'est pas comme si je disais « je considère qu'il fait chaud à Natal, si vous voulez mon avis, franchement, il fait chaud à Natal ». Hein, ça peut passer pour une information qu'il fait chaud à Natal. Et ça n'est jamais qu'une information. Ou si je donne l'information, je la donne avec une certaine intention énonciative par-dessus. Ça va jusqu'à présent, vous pouvez suivre? C'est bon? C'est trop rapide, non? Vous êtes habitué maintenant. Donc je vais pouvoir accélérer. Non. Donc, si vous voulez, la façon dont j'utilise les mots pour construire mon contenu propositionnel, c'est cette façon qui indique le point de vue que j'ai. Alors souvent dans un énoncé, il y a un modus, vous connaissez ces mots, un modus et un dictum. Hein? Mais dans beaucoup d'énoncés, il n'y a pas forcément de modus explicite. D'accord? Et alors, il ne faut pas tomber dans l'idée que le point de vue ne s'exprimerait que dans le modus. Dans le « oh là là, qu'est-ce qui fait chaud à Natal ?» Le « oh là là, franchement, je trouve qu'il fait trop chaud à Natal. » Parce que, même dans le dictum, et uniquement dans le dictum, s'il n'y a pas de modus explicite, il y a des indications sur le point de vue, comme je l'ai indiqué. Et puis, on va revoir d'autres exemples, bien sûr. Quant aux marques, parfois, c'est tout le discours qui est la marque du point de vue, le lexique, et tout le lexique, les noms, les adjectifs, les verbes, la morphologie nominale, la morphologie verbale, le choix des déterminants, de qualification, de quantification, l'ordre des mots. Donc c'est pas que les mots, c'est aussi la construction des mots, l'ordre des mots, l'ordre des propositions, le fait de mettre au premier plan, l'arrière-plan, d'avoir des focalisations, pas. Tout ça indique un point de vue. D'accord? Voilà donc, si vous voulez, ce que je veux dire comme une définition très générale sur le point de vue, qui est très générale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sémantique au sens où je laisse de côté la question des perceptions, des pensées. Ça vaut pour n'importe quel énoncé. C'est bon? Alors, cela étant, le point de vue, et j'en viens à ceci, le point de vue. Donc c'est une problématique très générale, je viens de vous donner cette définition de cette problématique, et en gros, un point de vue, vous le comprendrez pour ma première conférence, ça veut dire avoir une position sur un objet. Et cette position, c'est une position énonciative. Les narratologues, ils parlent de perspective, de centre de perspective. C'est avoir une position ou un centre de perspective, c'est-à-dire parler d'un objet du discours, on peut parler d'une ville, d'une personne, d'une action, d'un événement, d'un certain point de vue, d'une certaine position. Je peux en parler avec une intention d'un point de vue informationnel, d'un point de vue descriptif, d'un point de vue argumentatif. Je peux en parler d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif. Je peux en parler d'un point de vue concret. Je peux en parler d'un point de vue abstrait. Tout ça, ce sont des positions que j'adopte. D'accord? Et donc, ça veut dire que, énonciativement, car c'est l'énonciateur qui est en cause, avoir un point de vue, ça veut dire changer de position, ça veut dire changer de place. Et changer de place, ça concerne, bien sûr, toute cette partie droite du tableau. Mais avant d'en venir là, changer de place, ça renvoie à une notion fondamentale dont j'ai peu parlé dans les années 97-98, mais dont je parle de plus en plus aujourd'hui, ça renvoie à la notion d'empathie. Vous connaissez ce terme? Empathie au Brésil. Alors c'est un terme qui est souvent confondu en France avec la notion de sympathie.
C'est pas du tout pareil. Enfin, ça a à voir. Mais ça n'est pas du tout pareil. Ça n'est pas du tout pareil parce que la sympathie, c'est partager les sentiments que ressent l'autre. Être dans une sorte de fusion avec l'autre. Je vois que l'autre est triste, je suis triste avec lui. Je vois des Brésiliens danser, ils sont contents, je suis heureux avec eux. Pour prendre des exemples. D'accord? Et l'empathie, c'est autre chose. Ça veut dire se mettre à la place de quelqu'un. Se mettre à la place de quelqu'un pour deviner ce que ce quelqu'un va faire, ce que ce quelqu'un peut penser, percevoir, penser ou dire. Vous voyez, sur le tableau, je décline donc 4 formes d'empathie qui concernent les actions. Vous voyez, c'est un tableau. J'avais demandé de faire ça à un étudiant de Sao Paulo, mais là, je ne sais pas, il a fait ça en PDF et je ne peux pas le changer. Si vous le refaisiez en Word et que vous pouvez changer, ce serait bien, mais là, il faut rajouter, ce sont les actions, IONS, bien sûr. D'accord? Donc, l'empathie, c'est se mettre à la place de... Bonjour. Et vous avez droit à 2 exemplaires pour le client. Donc, l'empathie, c'est se mettre à la place de quelqu'un et essayer d'envisager. Vous comprenez le mot envisager? C'est-à-dire imaginer ce que ce quelqu'un va faire, va percevoir, penser ou dire, etc. Et on peut imaginer sans éprouver de la sympathie. Vous voyez, par exemple, je prends souvent cet exemple, un guerrier qui fait la guerre, il a de l'empathie pour son ennemi. De l'empathie, mais pas de la sympathie, puisqu'il va le tuer. Mais pour le tuer, pour le vaincre en tout cas, il faut se dire par où il va passer. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il faut prévoir sa stratégie, c'est un phénomène d'empathie. D'accord? Donc, le point de vue, c'est un phénomène général d'empathie. Ensuite, nous sommes dans une langue qui est profondément traversée par le dialogisme, mais évidemment, on peut avoir aussi des points de vue monologiques. Et quand on a des points de vue, on peut parler, exprimer son point de vue, ou on peut exprimer le point de vue des autres. D'accord? Donc, quand on regarde les instances du point de vue, d'accord? J'en viens aux instances du point de vue. Vous avez, première instance, le locuteur, je le redéfinirai plus précisément, énonciateur premier. C'est moi. Si vous voulez, celui qui correspond plus ou moins au sujet parlant, au locuteur ikepnuk, et les points de vue, ce sont ceux que j'exprime en mon nom. D'accord? Mes points de vue à moi que j'exprime en mon nom. Donc, ce sont les points de vue du locuteur énonciateur premier. Et mes points de vue, si vous voulez, ils peuvent prendre ensuite des formes différentes. Un point de vue qui peut être embryonnaire, ou qui peut être représenté, ou qui peut être asserté. Je peux avoir, selon les formes, je vais expliquer, mais je vous donne le cadre global. Hein? Mes propres points de vue peuvent être des points de vue embryonnaires, représentés ou assertés. Ce sont mes points de vue à moi, je les exprime directement, c'est ce que je pense, sans passer par la médiation d'un autre énonciateur. Deuxième situation, c'est la partie droite du tableau. Cette fois-ci, je n'exprime pas mes points de vue, j'exprime les points de vue des autres. Ce sont donc des points de vue qui sont caractérisés par la sphère de l'altérité. Là, c'est moi, la sphère du moi ou du soi. Là, c'est la sphère de l'autre. Et en réalité, il vaudrait mieux utiliser le pluriel.
c'est la sphère des autres. Des autres. Alors, quels sont ces autres? Eh bien, ça peut être des locuteurs. Alors, vous voyez, je mets des minuscules énonciateurs seconds, ou des énonciateurs seconds, parce que parfois, je prendrai des exemples dans 2 minutes, il y a des points de vue qui s'expriment sans passer par un locuteur à l'origine d'un acte de parole. Donc ce sont des locuteurs énonciateurs seconds ou des énonciateurs seconds, et je rajoute ou un, et là, c'est un petit E qui a été mis, en fait, il faudrait mettre un grand E, c'est un E1', ici. E1', vous voyez? Et il faudrait le mettre avec une apostrophe. Parce que ça correspond au mouvement de E1, mais, si vous voulez, c'est E1 comme source, mais ça n'est pas la même position énonciative. D'accord? Vous comprenez ça? C'est la même source, E1, donc je garde le E, je garde le 1, mais je rajoute le prime pour indiquer que j'ai changé de position. Et donc, vous allez peut-être vous demander, mais si c'est moi, ici, pourquoi est-ce que c'est ici et non pas là? Vous comprenez? La question, c'est pourquoi est-ce que je le mets à droite et non pas à gauche? Eh bien, pour une raison fondamentale, c'est que l'altérité, comme je vous l'ai dit, il faut penser qu'il y a des autres, des formes d'altérité différentes. Et là, quelles sont ces formes d'altérité? Première forme d'altérité, ce sont les autres que moi. C'est ce qu'on parle, si vous voulez. Bon, c'est une formulation autre que moi, qui n'a pas cours en linguistique, mais que j'ai emprunté à un psychanalyste qui s'appelle Henri Maldinet. Henri. Bon. Les autres que moi, c'est-à-dire ici, ça correspond à l'hétéro-dialogisme. D'accord? Les autres que moi. Mais l'altérité, ça correspond aussi à une forme qui est peu théorisée, qui est bien évoquée chez certains, mais pas beaucoup développée. Ce sont les autres de moi. C'est moi comme un autre. C'est très différent là. Hein? Alors là, au fond, la référence théorique, c'est plus Ricoeur, 1986, je crois, Soi-même comme un autre, l'ouvrage. Bon, il y a d'autres réflexions sur l'altérité, hein, si vous voulez, mais ce sont les autres de moi, et ça correspond à l'autodialogisme. C'est-à-dire que dans un cas, je suis dans un dialogue avec les autres, d'accord? Et les autres, ils sont parfois très loin de moi. Et parfois, ils peuvent se rapprocher de moi. Vous comprenez ça? Ou autre que moi. Oui. Autre que moi. Oui. Donc, les autres sont loin. Ce sont des autres qui sont différents de moi. Ça peut être Aliane, ça peut être Angelica, ça peut être... D'accord? Vous êtes des autres que moi. Vous êtes différents de moi. Bon. Et là, c'est moi qui envisage des choses. Je peux me contredire, je peux réfléchir sur un sujet d'un point de vue énonciatif, d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue syntaxique. Ce sont des positions que j'adopte moi-même, d'un point de vue syntaxique, d'un point de vue pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ça? Donc, ce sont des autres, et c'est comme ça qu'on se contredit parfois, parce que les points de vue ne sont pas bien synchrones, comme on dit. D'accord? Et cette question, au fond, moi je vais développer ces deux formes de dialogisme, et je voudrais vous faire observer que, évidemment, celle à laquelle je suis plus attentif, ce sont les autres
que moi et de moi, et je rajoute les autres de moi. D'accord? Je suis attentif aux autres de moi, et pour les autres que moi, la plupart des gens qui travaillent sur le dialogisme, Moirand, Brest, Sautier-Revuse, travaillent sur les autres que moi à partir de formes de discours, d'énonciations différentes. Et moi, je montre qu'il y a des formes de point de vue qui ne passent pas par des actes de locution, et que c'est une forme de dialogisme aussi, bien différent, et qui mérite d'être intégré dans le dialogisme. Donc au fond, j'essaie d'innover à ce niveau-là et à ce niveau-là. C'est bon jusqu'à présent? Então, entendendo, gente, até agora, essa diferença Ça va? do alto, sim, e ele vai se concentrar nisso aí. E são noções diferentes da forma como ele desenvolve, e ele está desenvolvendo isso aqui. Mais lá do ético, dialogismo e volta o dialogismo como É aquela noção que ele trouxe da psicanálise, daquele outro, sim. certo? E aqui, segundo Paulo Guiquet. Mas como é que E ele diz que a gente pode entrar em contradição quando é o autodialogismo. Eu mudo de posição. Quando a gente não encaixa bem os nossos pontos de vista. como eu trago seria o que Outro que moi, outros além de mim seria, né? São os outros mesmo, como a gente diz. E outro de moi são meus outros eus. Professor, assim, até não sei se poderia ser um exemplo disso, mas, por exemplo, é muito pouco, às vezes acontece nas sentenças judiciais, eles dizem, eu como cidadão penso isso, mas a lei diz que é assim, Il donne un exemple pour pouvoir mieux comprendre là. Il a dit quand un juge dans la sentence dit comme ça, moi comme personne je pense de cette façon, mais la loi. Tout à fait. Tá vendo? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Bien sûr. Alors, par exemple, autre de moi peut être aussi les personnes que je cite, par exemple, les auteurs. Ah non, c'est ça. Et moi. Autre et moi. Autre que moi. D'accord. Les autres étrangers à moi. Ça, c'est moi-même qui suis étranger à moi-même ou qui change de position. C'est moi qui change de position là. Les autres de moi. A senhora está dando mais parecido exemplo, acho que Entendeu? Ele está dizendo, ele está pedindo para. Pardon, il dit qu'il faudrait, n'a pas bien suivi, je vais essayer d'expliquer. Oui, bien sûr, bien sûr. Outros de mim sou eu mesma. porque a senhora interfere de vez em quando, mas ela ajuda a gente. Sim, sim, sim. Ah, não tem. Sim, é. Ah, de temps en temps, comme on faisait avec Zlatka, qu'ils aimeraient qu'on traduise, j'étais fait. Bien sûr, il faut, vous arrêtez, vous dites, et puis moi je Quando m'arrête. vocês sentirem Se a senhora necessidade propõe esse debate, a gente consegue. de entender melhor. Mas essas duas noções são as básicas, tá certo? Tá claro? Os outros, além de mim, que são os outros que a gente diz, não é? As outras vozes, e outros, né? E o de mim sou eu que mudo de posição. En rappel conjugal, elle voudrait savoir si les autres que moi, peut-être aussi les personnes, les auteurs que je cite, même si je prends charge en la pensée des autres. Vous avancez. Alors, bon. Ce sont toujours les autres que moi. Ce sont alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a moi, moi, à telle situation, à telle temporalité, n'est-ce pas? Eu, então, tempo. Moi, à S1, T1, Não, o tempo outro. moi à S2, T2, d'accord? Et puis il y a moi, et puis il y a les autres. Tem o eu e tem os outros. Se tem o eu no tempo zero, no D'accord. tempo 2. Donc, il y a pour tous ces deux cas de figure, si vous voulez, il y a un continuum. Soit il y a une distance maximale entre moi et moi, ou entre moi et les autres. La distance, elle peut être maximale, mais elle peut se réduire. Elle peut se réduire. D'accord? Alors, en principe, écoutez bien ce que je dis. En principe, il n'y a pas de distance entre moi. En principe, ça veut dire que je suis dans l'adhésion à moi-même, que je ne change pas, que je ne me contredis pas, etc.
Mais il est possible qu'il y ait une forte distance entre moi et moi, parce que je suis malade mental, parce que je ne vois pas mes contradictions. Ben oui, mais c'est bien la première forme de l'altérité que la maladie mentale. C'est mon autre. On est d'accord? Donc, c'est vrai que, en principe, moi, si je suis en bonne santé, j'adhère à moi-même, la distance est minimale, mais il y a toujours une distance. Hein, comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est pareil. Mais de uma vez no mesmo comércio, não se mesmo rio. En portugais, Héraclito. Exato. Donc, et les autres, normalement la distance est très éloignée de moi. Mais je peux raccourcir la distance. Alors après, il y a les phénomènes de prise en charge, on verra pour la prise en charge, mais les autres, ce sont d'abord des autres, et puis ensuite, par rapport aux autres, soit je me rapproche d'eux et je suis d'accord avec eux, mais ça veut dire que je suis d'accord en passant par avoir cité les autres, je suis d'accord avec les autres. D'accord? Mais je peux aussi ne pas être d'accord avec les autres. Enfin, on verra, il y a d'autres cas de figure. Ok? C'est bon? Jusque-là, ça va? Alors, maintenant, si vous voulez, ça c'est le cas général du schéma que je vous ai donné là. Je laisse de côté tout ça qui résume un peu des tableaux que vous retrouverez à la fin de mon ouvrage de 97, c'est-à-dire, mais ça a beaucoup d'importance, que la subjectivité elle est partout, ça veut dire quand même que la subjectivité, quelles que soient les formes que va prendre le point de vue, elle est partout, sauf que elle est plus ou moins forte, la subjectivité. Elle est plus ou moins forte, elle peut s'exprimer avec beaucoup de subjectivisme ou avec peu de subjectivisme. Dans ce cas-là, elle est objectivante. A subjetividade vai estar sempre. Apenas ela pode ser menos ou mais. Tá certo? Mas vai estar presente. Esse TR é do discurso direto, Não, você está. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un point de vue, c'est un point de vue, souvent il est objectif, c'est ce que toujours les points de vue sont objectifs. Mais un point de vue objectif qui est exprimé d'une façon objectivante, c'est aussi un point de vue. D'accord? Il ne faut pas croire, contrairement à ce que l'on dit parfois, que les points de vue ne seraient que subjectifs. Parce que ça voudrait dire que quand on a des énoncés objectifs, il serait sans point de vue, sans exprimer point de vue. Non, c'est un point de vue qui s'exprime sous une forme objective. Et pourquoi? Isso que também para a gente afastar essa noção de que não existe ponto de vista objetivo. Certo? Existe também. Et pourquoi? C'est parce que parfois on a intérêt à exprimer son point de vue sous une forme objective. Porque a gente tem o interesse de exprimir o ponto de vista de uma forma objetiva. C'est une stratégie argumentative, tout à fait. Donc, si vous voulez, tous les points de vue, il y a des formes d'expression plus ou moins explicites de point de vue, on va le voir avec le point de vue embryonnaire, le point de vue représenté, le point de vue asserté. Tous les points de vue, tous ces points de vue doivent avoir une forme d'expression subjective, plus ou moins subjective, parce qu'il y a un gradient, ou objectivante et plus ou moins objectivante. D'accord? Bom. com elementos objetivantes ou subjetivantes, você chamaria isso assim, português? Sim, seria, eu acredito que sim, porque qualquer um tem os lexemas que são mais objetivos e outros mais subjetivos, né? Então, e só poderia dar um exemplo. Oui, je vais donner des exemples. C'est ça que vous voulez? Ele quer Il va bien dans des choses. Je vais le donner, c'était le cas. Alors, on prend des exemples maintenant. Juste une dernière chose encore. Juste une dernière chose. Donc, quelles sont les instances? C'est le petit encadré maintenant de ceci. Mais ça, si vous avez lu un peu ce que je fais, les instances, donc il y a le locuteur, c'est celui qui est à l'origine de l'acte de parole, d'un discours, ou à l'oral ou à l'écrit. Et l'énonciateur, c'est celui qui prend une position énonciative. D'accord? Alors, essas noções você já sabia. Do locutor está na fonte, aquele que fala ou escreve,
e que o enunciador é quem tem o ponto de vista. Vocês sabem? D'accord? Et si je mets N1, E1 comme ceci, un slash, c'est pour dire que, en tant qu'énonciateur, je partage le point de vue que je viens d'énoncer comme locuteur. Certo? Com letras maiúsculas você já sabe, é quando o locutor, né, partilha com o ponto de vista do enunciador. Donc, l'énonciateur, c'est l'instance qui est à la source du point de vue. O enunciador é a fonte que tem, é a fonte do ponto de vista. O enunciador Et alors, évidemment, dans un discours, la difficulté, c'est qu'il y a souvent un locuteur premier, je parle, et puis parfois on fait des citations, il y a plusieurs locuteurs. certo? Então, a dificuldade é essa, porque no discurso ele é o locutor primeiro, mas quando tem várias citações, tem vários locutores. Et la grande difficulté, la difficulté des difficultés, c'est que dans un énoncé, il y a un locuteur et il peut y avoir plusieurs énonciateurs. A dificuldade é que no enunciado tem um locutor e pode ter vários enunciadores. Le cas le plus simple, c'est quand je dis Marie m'a dit hier qu'elle viendrait, il y a je parle, et puis Marie qui est un deuxième locuteur, donc on voit bien qu'il y a deux locuteurs et deux énonciateurs, moi plus Marie. Mais voilà, premier exemple, là qui montre que c'est beaucoup plus difficile et qu'il faut avoir des outils théoriques pour les analyser. La guérilla serait, c'est l'exemple 1. La guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. Bon, c'est un exemple que j'avais, dont j'ai parlé déjà, sur lequel j'ai publié. C'est un journaliste en France, dans T2, au moment de la libération d'Ingrid Betancourt, qui était détenue par les faits. Et donc, elle dit, la guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. Alors, comment faire l'analyse de cet exemple? Un locuteur. Un locuteur. C'est la journaliste qui s'appelle Sophie Le Saint, d'Antenne 2, le matin. D'accord? Combien d'énonciateurs, à votre avis? Combien d'énonciateurs dont la guérilla serait vraiment prête à libérer les otages? Un. Et non. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors c'est là où il faut prendre, je vous ai dit un point de vue, c'est un contenu propositionnel. Donc il y a un premier point de vue qui consiste à dire guérilla, d'accord? La guérilla, libération, libérer les otages. Hein, d'une façon abstraite, si vous voulez, c'est pour ça que je mets entre crochets. D'accord? Ça, c'est un premier contenu propositionnel qui nous dit la guérilla est vraiment prête, c'est-à-dire la guérilla va libérer les otages. D'accord? Donc, il y a un premier point de vue. Et qui est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est le journaliste qui dit ça? En réalité, il y a ici un énonciateur. Alors, c'est un énonciateur, et c'est un énonciateur second, parce qu'elle est interne au discours. Ça n'est pas la journaliste Sophie Le Saint qui le dit. C'est un énonciateur second. Ça n'est pas le locuteur, parce qu'on n'a pas du discours direct, la guérilla, ou du discours indirect, la guérilla a déclaré, ou la guérilla a fait savoir que. Non, on dit la guérilla est vraiment prête à libérer les otages. D'accord? Comme si la guérilla avait dit, par son porte-parole, nous allons libérer les otages. Donc, il y a un énonciateur qui n'est pas un locuteur. C'est ça la difficulté du point de vue. Parce que quand on est locuteur, comme on ne parle jamais pour rien dire, et on est locuteur, on connaît le point de vue. Mais là, il n'y a pas d'acte de parole. Et pourtant, il y a ici un énonciateur qui est, je vous le disais, un sujet modal. Un sujet modal, c'est-à-dire, au fond, que toute la modalisation, mais en un sens plus large que ce que dit Bailly, ou tous ceux qui ont travaillé sur les modalités, donc la modalisation, c'est une modalisation sur le devoir, le pouvoir, le savoir, le vouloir, etc. Et donc, ici, la preuve que nous avons un sujet modal, c'est le vraiment.
Eh bien, c'est la guérilla qui prend en charge le vraiment. D'accord? C'est la guérilla. Ça n'est pas le journaliste, Sophie Le Saint. La preuve que ça n'est pas le journaliste, donc ici on a un contenu propositionnel, et puis c'est enchâssé dans un contenu qui est, on va faire les choses proprement, donc ici l'instance c'est E2, guérilla, et il y a un contenu propositionnel qui renvoie à la journaliste énonciateur premier, et elle prend en charge quoi donc? Qu'est-ce qu'elle prend en charge dans l'énoncé? La guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. Serait. Et vous voyez qu'il y a une contradiction entre vraiment et serait. D'accord? Vous comprenez? Donc il y a bien deux instances énonciatives différentes. Il y en a une qui s'engage en disant la libération des otages va se faire, c'est certain, puisqu'on a le vraiment, et c'est la guérilla qui s'engage, et il y a la journaliste, en utilisant serait, qui dit la guérilla dit qu'elle va vraiment le faire, mais serait, c'est un conditionnel de mise à distance. Je le rapporte, mais je ne suis pas sûr. Donc la guérilla est sûre de la libération, en tout cas, elle fait savoir que cette libération est certaine, et l'énonciateur premier marque une distance par rapport à cette certitude. Donc, deux sujets modaux, deux énonciateurs, deux sujets modaux différents. Vous comprenez ça? Donc, c'est le même point de vue, sauf que, si vous voulez, l'énonciateur premier cite le point de vue de l'énonciateur second et il modalise, et donc il met à distance l'information. Donc, le point de vue au fond dominant, c'est bien sûr celui de l'énonciateur premier. C'est pour ça que je mets un 1 et majuscule, c'est celui qui enchâsse les énonciateurs dans son discours, qui sont des énonciateurs ou des locuteurs énonciateurs internes. Tout le monde a bien compris? Acompanharam, gente? Todo mundo entendeu como C'est que, bon? por que tem dois anunciadores aí? C'est bon ça? Oui? Certo? Entenderam? C'est bon pour tout le monde? Todo mundo acompanhou a explicação? Você poderia só traduzir o exemplo? Olha, teria verdadeiramente, estaria, né? Estaria, verdadeiramente pronta, prestes a liberar como é que a gente chama as pessoas que estão presas na... Tem uma palavra, o reféns. Tá certo? C'est bon pour tout le monde? Oui? Vous comprenez ça? Bon. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions. Deuxième exemple que nous allons regarder. Então, seria pelo tempo verbal Sim, e a modalização, né? Sim, ok. D'accord? Bon, alors vous voyez que, après, vous avez des exemples, je n'ai pas le temps de les analyser, mais si vous avez compris, vous verrez que quand on a l'exemple 2 ou 3, que j'extrais de Catherine Carvajal-Thierry, le 15 août, généralement, il ne fait jamais beau. Vous voyez bien comment il y a une contradiction entre généralement et jamais. Hein, si c'est jamais, c'est toujours, mais pas généralement. Vous voyez bien qu'on joue avec des positions. D'accord? Alors ces énonciateurs, je me permets de le dire, ici c'est la guérilla, vous voyez, c'est un énonciateur collectif. Hein, ça peut être la doxa, ça peut être une personne, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a ce jeu. Alors, comment interpréter le 15 août? Généralement, il ne fait jamais beau. Deux interprétations possibles. Les deux sont dialogiques. Bien sûr. Les deux sont dialogiques. Mais je peux l'interpréter soit d'une façon hétéro-dialogique. Donc, l'idée, premièrement, c'est général, c'est le 15 août, il ne fait jamais beau. Ça, c'est la prédication de base. Le 15 août, il ne fait jamais beau, c'est comme la guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. Alors, qui le dit? Soit c'est la doxa, et moi, en tant que locuteur énonciateur premier, je modalise en disant généralement.
D'accord? Donc, je suis dans une situation hétérodialogique et je modalise le point de vue de la doxa. Mais ça peut être moi-même qui dis le casus qui fait jamais beau. Je peux le dire, vous voyez, je pourrais avoir le même contenu propositionnel en le reformulant d'une autre façon. Le casus qui fait jamais beau. Enfin, généralement, c'est moi qui le dis, vous voyez. Je dis une chose, et puis dans le même temps, je rectifie en disant oui, enfin, je le dis, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Là, je suis dans une situation autodialogique. D'accord? C'est-à-dire, c'est un autre, ce sont des autres de moi. C'est-à-dire, moi, je me sépare entre un moi qui exprime une opinion plus ou moins générale, et puis je prends mes distances par rapport à l'opinion générale. D'accord? Et vous vous souvenez du petit schéma que j'avais fait de la flèche entre moi et moi? Eh bien, quand je dis, si c'est dans un cas autodialogique, le casout, généralement, il ne fait jamais beau, c'est moi qui parle, même si je suis dans deux positions, ben, la distance, je l'écarte. On est d'accord? Oui? Bon. Alors, regardez maintenant l'exemple 7, qui est un exemple que je reprendrai parce que c'est un de mes exemples fétiches, et puis parce qu'il est vraiment important, et que j'emprunte un micro d'ailleurs. Donc, l'exemple 7. Jeanne. Alors là, vous voyez, l'exemple 1, c'était des exemples de la vie quotidienne, de la presse. Là, c'est un exemple littéraire. Jeanne, ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. D'accord? Bon, vous connaissez cet exemple. Donc, un locuteur, énonciateur premier, c'est le narrateur. Hein, on va dire, pour faire rire, c'est Maupassant, même si c'est pas forcément, on sait bien qu'il y a une différence entre le narrateur et Maupassant. D'accord? Donc ça, c'est le locuteur énonciateur premier qui raconte. D'accord? Et quel est le contenu de la proposition? Ben, il y a deux propositions. Il y a un contenu qui dit « Jeanne a terminé ses malles » et s'approche de la fenêtre. Donc, première proposition avec une prédication première, Jeanne s'approcha de la fenêtre. Prédication seconde, elle a terminé ses malles. Et puis, deuxième prédication, mais la pluie ne cessait pas, ça veut dire qu'il pleuvait. D'accord? Donc il y a deux, au fond, prédications. Alors, je vous ai dit, il y a un locuteur énonciateur premier qui est le narrateur. D'accord? Et puis, il y a, quand on analyse ce texte, un énonciateur second, qui n'est pas locuteur, il n'y a pas de parole, mais c'est Jeanne. D'accord? C'est Jeanne. Et le narrateur raconte la scène en se mettant à la place de Jeanne. Donc, il fait un processus d'empathisation. Il est en empathie avec Jeanne. D'accord? Et il imagine d'abord ce qu'elle fait. Jeanne ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre. Et puis ensuite, il imagine ce qu'elle perçoit, mais la pluie ne cessait pas. Nous sommes d'accord? Alors, à quoi est-ce qu'on voit que la chose est racontée du point de vue de Jeanne? On a énormément de marques qui le disent. D'abord, regardez, enfin, vous voyez les marques qui indiquent la subjectivité de Jeanne? Vous pourriez les retrouver? Não, que você entende que a subjetividade de Jeanne. Ayant terminé, non, c'est pas très subjectif. Alors, on va commencer par les marques les plus simples. Les marques les plus simples, c'est à partir du mais. C'est-à dire que vous avez une phrase avec deux contenus propositionnels et vous voyez que vous avez un mais. C'est un mais argumentatif. Vous savez bien la définition dessus, c'est que le mais, c'est que la conclusion qu'on tire de la proposition qui précède le mais est moins forte que la conclusion que l'on tire de la proposition qui suit le mais. C'est la définition du mais argumentatif selon Ducrot. Donc, Jeanne ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre. Quelle est la conclusion que l'on peut tirer de ça?
Jeanne, ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre. Quelle Elle conclusion? allait partir. Mais oui, parce que quand on fait ses malles, c'est pas qu'on va à la piscine, c'est qu'on va en voyage. Et si on s'approche de la fenêtre, c'est pour voir si le temps permet de partir au voyage. C'est la conclusion que l'on tire. D'accord? Alors qui tire cette conclusion? C'est nous qui la tirons. Mais nous la tirons en nous mettant à la place de Jeanne. C'est-à-dire que nous faisons en tant que lecteurs un processus d'empathisation parce que nous nous mettons à sa place, mais nous faisons le même processus d'empathisation que le locuteur énonciateur premier qui se met à la place de Jeanne. Donc, en effet, Jeanne, ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre. Cette conclusion, je veux partir en voyage, d'accord? Il y a bien une forme de subjectivité, mais elle est très peu voyante par rapport à « mais la pluie ne cessait pas ». Parce que, quelle est la conclusion que nous dirons de « mais la pluie ne cessait pas » ? Je ne peux pas partir en voyage. Je n'étais pas. Ça veut dire zut, comme on dit en français, on dirait merde, si on est mal poli, et ça tout le monde a compris, n'est-ce pas? Zut, je ne veux pas partir en voyage. Et donc, vous voyez bien, c'est bien la preuve que Jeanne est un sujet modal. Parce que regardez ma reformulation. Est-ce que je peux partir en voyage? Et hélas, je ne peux pas partir en voyage. Donc, mais la pluie ne cessait pas. Les choix des mots sont très importants. Parce que si on regarde le contenu propositionnel de mais la pluie ne cessait pas, ça veut dire il, un verbe impersonnel, plus pleuvoir. Si je mets le verbe à l'infinitif. Hein, quand on analyse normalement, d'un point de vue logique, les contenus propositionnels, on extrait le sujet plus l'action. Donc il pleuvoir. Mais ça n'est pas pareil de dire il pleuvait, de dire mais la pluie ne cessait pas. C'est le même processus, ça veut dire qu'il pleut. Mais si je dis mais la pluie ne cessait pas, en tant qu'énonciateur, je fais entendre un point de vue. Quelle est la différence entre il pleuvait et mais la pluie ne cessait pas? Alors que c'est le même processus, c'est le même objet de discours, il pleut. D'accord? Pour prendre je vais prendre un autre exemple. Vous voyez, on va prendre un autre exemple. Non, il n'est pas bon là. Mettons que je suis au restaurant et qu'il reste cette quantité de vin dans la bouteille. D'accord? C'est la même quantité et je peux dire il reste peu de vin ou il reste un peu de vin. C'est la même quantité. Quelle est la différence entre peu de vin et un peu de vin? Alors, en français, si je dis il reste peu de vin dans la bouteille, alors que c'est la même quantité, hein. Donc je change de point de vue, parce que je décris la même quantité, mais si je dis il reste peu de vin dans la bouteille, alors si je le dis, c'est que je suis avec quelqu'un autour de la table, évidemment, hein. Je ne suis pas tout seul. En disant il reste peu de vin dans la bouteille, les personnes avec moi doivent comprendre que si je leur propose du vin, elles doivent dire non, on termine. Ou alors on va en commander une autre bouteille, vous voyez. Mais en tout cas, elles n'oseront pas terminer le peu de vin. Donc vous voyez, c'est une manière qui consiste à dire aux autres, ne buvez pas, laissez-moi boire. En revanche, si je dis il reste un peu de vin, ben, c'est pas beaucoup, mais ce que ça veut dire, les autres comprennent que c'est peut-être pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, on va le partager. Donc si je dis il y a un peu de vin, tu en veux, l'autre va dire bah, oui, tu m'en donnes un tout petit peu, allez, on partage. Tandis que si je dis il y a peu de vin dans la bouteille, tu en veux, s'il est poli, qu'il entend, il va dire non, vas-y, termine. Vous comprenez? C'est la même quantité. Alors, cet exemple, c'est la même chose pour pleuvoir. Je peux dire il pleut. Je peux dire, je peux dire comme dit Maupassant, mais la pluie ne cessait pas. Si je dis il pleut, c'est un constat objectif.
Mais si je dis la pluie ne cessait pas, vous avez le verbe cesser, d'accord? Le verbe cesser plus la négation, d'accord? Plus la négation, et évidemment, le verbe cesser, en principe, quand on l'utilise, c'est qu'on a envie que les choses cessent, parce que c'est quelque chose de pénible. On utilise le verbe cesser pour des événements pénibles. Hein? Je serais dans le Certao, mais la pluie ne cessait pas, tout le monde serait content. Hein? Mais là, on n'est pas dans le Certao, on est en Normandie, il pleut tout le temps, elle veut partir, donc, mais la pluie ne cessait pas. Donc, le sens du verbe, plus la négation, donc, le sémantisme du verbe, c'est un verbe subjectivant, la négation rajoute, et donc, mais la pluie ne cessait pas, ça présuppose, donc ça pose qu'il pleut, hein, c'est à poser, ça affirme qu'il pleut, et ça présuppose que Jeanne avait remarqué qu'il pleuvait auparavant. Ça présuppose. Et, deuxième présupposé, ça présuppose que Jeanne, qui savait que la pluie tombait auparavant, avait envie qu'elle s'arrête. Vous comprenez? Donc il y a un empilement, comme dit Catherine Kerouac dans son livre 86 sur l'implicite, il y a un empilement de présupposés. En disant, mais la pluie ne cessait pas, elle savait qu'il pleuvait et elle avait envie que ça s'arrête. Et elle constate que son envie, elle est contrecarrée. Donc elle est déçue. Et donc, vraiment, la reformulation, c'est Jules, je ne peux pas partir. Et donc, le mais est subjectivant. Ne cessez pas, le verbe cesser, la négation est subjectivant. D'accord? Et de dire la pluie, c'est pas pareil de dire la pluie que de dire il pleuvait. Il pleuvait, c'est une tournure impersonnelle. Si j'utilise la pluie, c'est le début du roman, c'est la première phrase du roman. Si j'utilise la pluie, ça veut dire, en principe, en première mention, on dit une. Si j'utilise la pluie, ça veut dire que Jeanne savait déjà. Ça confirme le présupposé. Nous sommes d'accord? Donc, eh bien, voilà, ça nous permet de comprendre qu'un point de vue, ça vous renseigne sur un objet du discours. L'objet du discours, ça veut dire, d'abord, si on le lit objectivement, Jeanne veut partir en voyage et il pleut. Mais si on le lit en faisant ce processus empathique, on comprend que cette volonté de partir en voyage est déçue. Et donc, ce qui pourrait passer pour quelque chose d'objectif, c'est subjectif. Donc, du point de vue de Jeanne, cet énoncé est totalement subjectif. D'accord? Et du point de vue du narrateur, alors, et du point de vue de l'énonciateur premier, qui est le narrateur, est-ce que c'est objectif ou subjectif? À vous parler. C'est Considero la negatività come subjettività. En français, c'est On peut considérer le négatif comme subjectif. alors le négatif, en tout cas, ce qu'on peut considérer, c'est que donc le point de vue de Jeanne est subjectif, et le point de vue du narrateur, il décrit objectivement la subjectivité de Jeanne. E o narrador descreve objetivamente a subjetividade de Jeanne. Il décrit objectivement la subjectivité de Jeanne. Comme un savant qui analyse aussi objectivement, mais lui, c'est un artiste qui l'a décrit. È molto comune sicuramente, è importante, Alors, je poursuis, puis vous me direz après si vous avez compris ou pas. C'est-à-dire, si moi, je lis ça, ou je suis un réalisateur de cinéma, comme Claude Chabrol, qui a adapté ce film, ce livre, au cinéma. Si je suis un réalisateur, je dois être fidèle au texte, c'est-à-dire comprendre qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Jeanne, je ne vais pas l'appeler Sophie, qu'elle s'appelle Jeanne. D'accord? Que cette jeune femme, je dois la mettre en scène dans une pièce où il y a une fenêtre, qu'elle a les mains, je dois la montrer fermant ses mains, s'approchant de la fenêtre
Et je dois montrer dans le visage, pendant qu'elle s'approche, une sorte d'espérance ou d'inquiétude, et puis au moment où elle regarde par la fenêtre, je dois avant même, vous voyez, si je suis un réalisateur, je dois calculer mon bruitage pour faire entendre, avant même qu'elle s'approche de la fenêtre, mais plus elle s'approche de la fenêtre pour faire entendre le bruit de la pluie qui tombe. Et au moment où elle s'approche, je dois filmer le visage et montrer la tristesse. Vous comprenez? C'est-à-dire que je dois décrire objectivement la tristesse, la subjectivité, les mouvements d'âme, espérance, déçu. Et donc, c'est pour ça que cet énoncé, je peux le lire en me mettant à la place de Jeanne, il est subjectif, en me mettant à la place du narrateur, il est objectif. Mais c'est un narrateur qui exprime objectivement la subjectivité. Puis alors après, est-ce qu'il est d'accord ou pas? Ça dépend. Mais en tout cas, vous savez bien que Maupassant, c'est un écrivain réaliste. Et les élèves ou les étudiants disent, ben, c'est réaliste, c'est objectif, puisque tous les écrivains, ils ont théorisé qu'ils étaient objectifs dans la description de la réalité. Oui, il l'a décrit, oui, il pleut, oui, enfin, mais c'est du point de vue d'une subjectivité. Um enunciado que resulta apenas de comentário. Nós seguimos agindo no enunciado que são uma sorte de resultado, uma sorte de comentário. No segundo plano, resulta apenas de comentário. C'est quelqu'un qui décrit une description, disons. C'est ça au deuxième plan, on peut dire, c'est là. Então, poderia dizer que são enunciados que expressam diretamente pontos objetivantes. Ce sont des énoncés qui expriment l'objectivité. C'est ça la question. Ben, il faudrait que j'ai des exemples. Oui, Je ne peux pas répondre comme ça. Ça peut être oui comme non, ça va dépendre des exemples. Depende do contexto dos exemplos. O locutor só fez comentário no final. Sim, le locuteur n'a pas participé, c'est ça qu'elle veut dire, de la subjectivité de Jeanne. Il l'a décrit. C'est quer dizer que ele não participou da subjetividade de Jeanne. Ele descreveu. Il l'a décrit. Alors, oui, alors là, vous savez quoi, oui. Mais là, on est devant un problème terriblement difficile. Tem problema aí muito difícil. Donc, je parlerai dans ma deuxième conférence. Que falará na segunda conferência. C'est que quand le narrateur dit comme ça, est-ce que le narrateur, on va dire qu'il épouse la subjectivité de Jeanne ou pas? Et ça, c'est un problème. Quando o narrador fala dessa forma, a gente vai dizer que ele, on va dire que le narrateur, épouse la subjectivité. Está desposando a subjetividade. C'est là la question, est-ce qu'il épouse ou pas? Ele está desposando ou não a subjetividade de Jeanne? Está assumindo, está aquilo. Alors, c'est des choses, vous savez bien, c'est comme un acteur qui joue une pièce triste, il doit jouer la tristesse. É como um ator que se está fazendo o papel de uma situação de tristeza, ele deve mostrar a Il tristeza. doit jouer la tristesse, mais il n'est pas forcé de la ressentir. Mas ele não é obrigado a fazer. Mais parfois, il peut la ressentir. Mais les gens croient que quand vous voyez un méchant, les gens croient que l'acteur, c'est un salaud. Mais non, il joue un salaud, il joue très bien. Quando um ator faz o papel de alguém que não presta, e a gente pensa que ele também não presta, mas ele está fazendo um papel, desempenhando. Alors ça, c'est pour les acteurs. Et un écrivain, quand un écrivain raconte une situation triste, est-ce qu'il la partage ou pas? Peut-être qu'il peut nous la faire partager. Est-ce qu'il la partage ou pas? C'est des vraies questions interprétatives. São questões interpretativas. Se um escritor está falando sobre tristeza, será que ele partilha daquela tristeza? Ele quer nos fazer Alors, partilhar. réponse par rapport à votre réponse. Il peut faire des commentaires. Il peut dire, oh la pauvre Jeanne, ou pauvre Jeanne. Enfin, il peut faire des commentaires explicites. Ele poderia fazer comentários explícitos como a pobre Jeanne. Ça va dépendre du genre. C'est-à-dire que là, on est dans un roman réaliste. Depende do gênero. Aí é um romance realista. Souvent, Nos romances do romantismo. Aí é outra história. Dans les romans des romantiques, je dis c'est une autre histoire. Oui, bien sûr. Mais donc, si vous voulez, il y a le commentaire, le narrateur, il peut exprimer sa position explicitement ou implicitement. Et ça, on verra des cas, c'est une plaidoirie au tribunal, où il est évident que quand on se
met à la place de quelqu'un, on empathie. Parfois, c'est pour faire partager l'émotion aussi, mais c'est des phénomènes qui ne sont pas explicites. Et c'est toute la difficulté de ce genre de situation quand c'est pas très clair. Alors, ça renvoie tout simplement à un phénomène. Regardez, alors vous savez peut-être que quand Flaubert a écrit Madame Bovary, Vocês sabem talvez que quando Flaubert escreveu Madame Madame Bovary, Bovary, c'est une femme qui a des amants, etc. On est au 19e siècle. Et bon, les hommes avaient bien le droit d'avoir des maîtresses, mais les femmes des amants. os homens tinham direito de ter amantes, mas as mulheres não. Et donc Flaubert a été accusé au tribunal d'outrage aux bonnes mœurs. E aí Flaubert foi acusado no tribunal. Or, quels sont les passages que l'avocat C'est- général, c'était toujours le discours intellectuel libre. Era sempre o discurso indireto livre. Et alors Flaubert s'est défendu en disant mais c'est pas moi qui dis ça, c'est Flaubert Emma. dizia, não sou eu, era ele. Je me mets à la place d'Emma. Eu me coloquei no lugar dele. Et alors bon c'est loin, hein, mais quand Salman Rushdie écrit les versets sataniques, c'est la même chose. On croit que c'est lui qui. C'est très difficile. É muito difícil. Mas ficou claro, né? Porque ninguém sabe se o escritor, como ator, está vivendo aquele sentimento. Ah, Eu sei l'idée. que é muito difícil, porque sempre que eu leio esse exemplo aqui que o senhor deu de Madame Bovary, eu leio, releio, e é para ele é apresentado, é afirmado, também confundo muito. Ela diz que tudo J'ai que compris, j'ai compris. Alors, on essaie d'avancer, mais en tout cas, on essaie d'avancer encore. Vous avez Vocês ainda aguentam, ele já quer saber se pode continuar. Vous avez du courage? Tem coragem? Vai bien sûr. Alors, autre exemple, et puis après je ferai un petit bilan. Autre exemple, l'exemple 8. O exemplo 8. 8, né? C'est bon? Alors, c'est un extrait de la Bible. Le Philistin regarda, et quand il aperçut David, il le méprisa. C'était un gamin au teint clair et à la jolie figure. Alors évidemment, moi j'ai mis en italique. Na tradução. O filisteu olhou e quando percebeu Davi, ele o desprezou. Foi. Era um garoto com a pele clara e com Um uma rosto bonito. aparentava ser bonito, uma boa aparência, uma bela aparência. Tá bom. Donc, ici, le locuteur énonciateur premier, c'est le prophète Samuel. C'est le combat de David contre Goliath. Hein, le Philistin, c'est Goliath. Bon. En apparence, on pourrait dire que c'est un texte objectif. Aparentemente, poderíamos dizer que é um texto objetivo. En fait, non. C'est un texte dans lequel le locuteur énonciateur premier se met à la place du Philistin. Na verdade, o locutor primeiro se coloca no lugar. Donc il y a un énonciateur second qui est le Philistin, qui n'est pas locuteur là encore. Tem um enunciador segundo, que não é o Não. locutor, mas que é o filisteu. Vous voyez, le Philistin regarda, verbe de parole, quand il aperçut David, deuxième verbe, verbe de parole, verbe de perception. Quand il aperçut David, deuxième verbe de perception, il le méprisa. Verbe de pensée. Deux points, c'était un gamin au teint clair et à la jolie figure. Alors vous voyez, on retrouve ici un même phénomène que dans l'exemple précédent. On a l'imparfait, mais la pluie ne cessait pas. Il y avait l'imparfait qui s'oppose au passé simple. Jeanne, ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre, passé simple, et ici, regarda, aperçut, méprisa, passé simple. On a cette opposition. D'accord? Et en réalité, on a ici des termes qui indiquent le point de vue de Goliath sur David. D'abord, on nous dit qu'il le méprisa. C'est un point de vue dépréciatif. D'abord, il y a le verbe. D'accord? Vira um ponto de vista que é o do desprezo, o desprezado, né? Ensuite, on a un présentatif qui indique là une attention sur le jeune homme et il y a le terme gamin. David, c'est un jeune homme.
Vous voyez, il a moins de 20 ans, mais c'est un jeune homme. Donc, c'est pas un adulte, c'est un jeune homme. Gamin, c'est un terme pour des enfants qui ont moins de 10 ans. Vous comprenez? Donc, c'est un terme qui est péjoratif. Então aqui se refere com um termo Então- pejorativo, porque gamão simples é menino. Premièrement, gamin. Ça confirme bien le mépris. Deuxièmement, gamin au teint clair et à la jolie figure. Alors, est-ce que vous comprenez? Parce qu'on pourrait dire que c'est objectif, hein? Ça veut dire, évidemment, ça veut dire que David, il est plutôt blanc et pas bronzé, etc. Et qu'il est beau. Hein? Jolie figure, c'est qu'il est beau. C'est objectif. Et pourtant, vous voyez, c'est ça, c'est à la fois objectif et subjectif. C'est comme il pleuvait, c'est à la fois objectif, c'est-à-dire il pleut, c'est objectif, c'est un fait, il pleut. Mais c'est la pluie, vue d'un point de vue subjectif, qui est déçue. Alors ici, un gamin au teint clair et à la jolie figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez l'intention qu'il y a derrière teint clair? Ça, c'est une allusion culturelle. Então seria, na verdade, que a percepção do iniciador, né, no segundo plano, então seria um PDV representado. Oui, c'est un point de vue représenté là. C'est un point de vue représenté. C'était un gamin au teint clair à la jolie figure, puisqu'il y a l'imparfait, etc. C'est un point de vue représenté, un point de vue perceptif représenté. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui indique la subjectivité péjorative? Comment? Gamin, oui, mais jolie figure. Jolie figure, pourtant, en principe, si c'est joli, c'est valoratif, c'est amélioratif. En quel sens ce serait péjoratif? Dites-le en brésilien qui va s'affirmer. Uma série, uma pessoa que não é séria. Tipo assim. Que não é sério, que não é parceria, porque ele tanto que é Não, parceria. não. Não é etalagem Ça pourrait être positif, et pourtant il faut le prendre au sens négatif. Alors, Ce qui, à mon avis, est un peu compliqué, c'est la jolie figure. Parce que joli, qu'est-ce qui est joli pour moi, qu'est-ce qui est joli pour mais elle? tout ça est très subjectif, bien sûr. Mais En réalité, Eu gosto de ver alguém que é alegre. Sim, Alguém mas- alegre que seja a pessoa que seja séria. sim, mas eu quero dizer mais nesse sentido assim, o que é para mim, o que é para É. joli figure, que é bonito. C'est parce qu'il n'a pas été objectif, parce qu'il a utilisé un vocabulaire un peu différent. Ah, donc c'est encore une fois, Autant clair. encore une fois, c'est, comprenez bien, c'est le point de vue de Goliath qui décrit David. Oui. Alors il faut déjà faut vous mettre à la place de Goliath. Goliath, c'est le champion des Philistins, c'est-à-dire des Palestiniens. C'est un homme d'âge mûr. Il est énorme. Sim, Et comme tous les hommes, il est bronzé. Il est bronzé. Você lá, Et qui est-ce qui n'était pas bronzé? les gamins. Les gamins. Oh non, les femmes. Les femmes. Les femmes. Les femmes, jusque dans l'Antiquité, jusqu'au fond XXe siècle, 1960, les femmes, la beauté, c'était qu'elles devaient se protéger du soleil. En tout cas, les femmes devaient se protéger du soleil. Até o fim do século XX. Donc, si on dit c'était un gamin au teint clair, ça veut dire qu'il est comme les femmes. Et si donc, le teint clair pour une femme, c'est très bien, mais là, pour un homme, ça veut dire que ce n'est pas un vrai homme. Ça veut dire que Goliath, qui a une grande carcasse, il voit ce petit gars qui est tout petit là, et il est blanc, il se dit, mais c'est une femme comme moi. Mais c'est une femme comme moi. Et jolie figure, c'est la même chose. Qui est-ce qui est jolie? Pour qui on dit jolie figure? On le dit pour les femmes, pour les filles. On ne dit pas pour les garçons. É como seria o padre, né? Isso é. Donc, comment? Non mais dites-moi. Allez-y. Eu estou em só espaço, dizendo que no batizado do meu filho,
fils, de seu petit-fils, né, no Batata Filho, o padre Jessé, começou a falar da história de Davi. a commencé à parler de Davi. Então ele diz assim, Jessé levou os filhos para o rei Samuel, Jessé a amené ses enfants pour les voir à Samuel. os que ele achava mais bonito, mais forte. E o rei disse, não, eu não quero nenhum desses, você tem outro? Et il a montré au roi ses enfants les plus beaux. Alors le roi lui a dit non, je ne désire aucun. Et c'est là, vous avez un autre? Oui, mais c'est dit. Tem Alors, outro? Aí ele disse, sim, eu tenho. Oui, j'en ai. Um baixinho, que é aquele de pequenininho. baladeira. Aquele de baladeira até fresco é. Et quand même il est PD, j'ai coupé, une coupé. un PD, c'est ça. Voilà, c'est ça. É esse que eu quero. C'est exact. Alors il a répondu, c'est celui-là que je désire. C'est exactement. Alors, attendez. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le Philistin, en voyant David, il le méprise parce que c'est pas un vrai homme. Et les vrais hommes, alors lui, c'est un PD. C'est pas un vrai homme, c'est un PD. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, tout ça est sous-entendu. Mais tout simplement, la réaction, c'est de dire, mais qui c'est ça le champion des Juifs, là? C'est ce PD qu'on m'envoie? C'est exactement ce que ça veut dire. Alors, d'un point de vue théologique, c'est peut-être pas très, mais c'est exactement ça. Si on comprend le texte, ça veut dire que Goliath considère que l'ennemi que les Juifs lui envoient, il n'est pas digne de lui, il n'est pas de son niveau, c'est une femmelette, c'est un PD. Et donc, vous comprenez l'énoncé, on peut l'interpréter objectivement, ça veut dire que oui, David il est jeune, oui, il a le teint clair, oui, il est beau, tout ça c'est vrai. Mais c'est vu d'un homme qui interprète tout négativement. Vous comprenez ce que c'est? C'est ça. Les nuances, c'est très compliqué de se dire, ça peut paraître, c'est à la fois objectif parce que ça dénote l'objet du discours, mais c'est subjectif dans la dénotation. C'est un point de vue très méprisant. Nous sommes d'accord? Vous arrivez à comprendre à peu près? Alors, dans ce que nous venons de voir jusqu'à présent, nous venons de voir pour les exemples 7 et 8 qui reposent sur deux phénomènes semblables. C'est qu'on a, première partie de la phrase, passé simple, deuxième partie, imparfait. Eles estão baseados em dois fenômenos. Um, a gente tem o passé simple, que hoje a gente traduz em inglês pelo perfeito perfeito, e o imperfeito. Eh bien, ça nous permet de comprendre que le fragment à l'imparfait, qui renvoie à des perceptions, ici, à des perceptions, hein, la pluie, un gamin d'un père à la jolie figure, ça correspond à un point de vue représenté. Des perceptions représentées. Pourquoi représentées? Parce qu'elles sont développées dans le deuxième plan. D'accord? Alors, c'est pas très explicite dans l'exemple 7, mais dans l'exemple 8, c'est très clair. No exemplo 8 está mais claro. La première réaction du Philistin, c'est mépris. A primeira reação foi desprezo. Et ce mépris, il est développé dans le deuxième plan, dans le point de vue représenté. Il y a trois raisons, au fond, qui le font que David est méprisé du point de vue du Philistin. Il est jeune, et il est beau comme une femme, c'est pas un vrai guerrier, etc. Vous voyez? Esse desprezo está desenvolvido no segundo plano. Donc, point de vue représenté, il y a beaucoup de subjectivité, il pourrait y en avoir moins, mais c'est très subjectif. Ça, c'est le point de vue représenté. Et puis, la première partie de chaque phrase. Le Philistin regarda quand il aperçut David, il le méprisa. Ce qui est au passé simple, c'est un point de vue, c'est toujours le point de vue de David, du Philistin. Comme dans la phrase précédente, c'est le point de vue de Jeanne. Mais c'est un point de vue, alors je avais utilisé l'expression raconter, mais j'utilise de plus en plus l'expression point de vue embryonnaire. Ponto de vista embrionário, ele utiliza mais hoje em dia. Ça dit bien ce que ça veut dire. Un point de vue embryonnaire, c'est au fond, c'est un embryon, c'est comme un enfant. Il est appelé à grandir pour se développer. Et comment est-ce qu'il se développe?
Eh bien, donc, réaction de mépris qui est expansée ensuite. Alors, ça passe par le point de vue représenté, et d'autres manières de se développer après l'embryon, ça peut passer par du point de vue asserté. Pronto, outra forma, depois do embrionário é o ponto de vista afirmado, acertei. Depois, é o desenvolvimento que vai levando a isso. Representado embrionário depois? Não, o representado, aí vem o embrionário, porque ele diz que é como um embrião, aí cresce. O embrionário que não desenvolveu, setembro, gamão, certo? Então vai desenvolvendo, né? Donc, le point de vue, Descrição, E vai dando mais detalhes. Gradualmente vai le, crescer. alors, le point de vue embryonnaire, c'est toujours, alors ça marche, ce point de vue embryonnaire, c'est un point de vue qui est donné d'une façon globale, avec une forme, le passé simple, c'est une forme de visée globale, comme un tout, il le méprisa, et puis ensuite, on développe. Alors, ça peut être développé dans un point de vue représenté. Ici, c'est des perceptions. Donc, dans les perceptions, laissez-moi terminer. Donc, le point de vue représenté ici, puisque c'est un récit, et ça se développe dans des descriptions. Mais parfois, ça peut se développer si c'est dans un texte de presse. Je peux donner l'idée générale, point de vue embryonnaire, c'est informatif, et puis je vais développer par des séquences informatives. Même chose dans une argumentation, je donne d'abord ma thèse dans un point de vue embryonnaire, puis je vais la développer dans... Oui, mais ici, il se trouve que c'est des perceptions, le point de vue représenté, là, c'est avec des perceptions. On est d'accord? Certo? O ponto de vista está aqui através das percepções. De forma global é o embrionário. E depois Voilà. você vai avançando. Isso. Aí pode chegar até o acertado, que é o afirmado. Até o afirmado. Mas então, no enunciado 8, eu poderia dizer que aqui existe um PDV compartilha o Partage. PDV embrionário e representado. Il fait savoir si le point de vue embryonnaire disons, partagé avec celui représenté. O embrionário representado. Ben, je ne comprends pas bien ce que vous voulez me dire, mais ce que je veux vous dire, c'est que le texte, là, l'exemple 8, l'exemple 8, donc écrit par Samuel, il épouse le point de vue du Philistin, Ele expõe o ponto de vista do filisteu. et ce point de vue du Philistin, première partie de la phrase, point de vue embryonnaire Ponto de vista du embrionário Philistin, do filisteu. et ensuite point de vue représenté du Philistin. Donc c'est les deux formes de point de vue qui se suivent dans une phrase. Entendeu? São duas formas de ponto de vista que se seguem na mesma frase. Então, é isso. Você compartilha, então. Bom, podem nem compartilhar, mas se seguem. Porque pode ser, Só Elle voudrait então. savoir si on peut affirmer qu'ils partagent. Je dis, ce n'est pas nécessairement qu'ils vont partager, mais ils se suivent, c'est le terme. Alors ils se suivent, parfois ils ne se suivent pas, ça dépend de... Eles são presentes. Algumas vezes eles se seguem, um ao outro, outras vezes não. Mas neste caso, Tout est possible, parfois ça peut s'arrêter au point de vue embryonnaire, poderia parar do parfois, ponto de vista embrionário. parfois c'est suivi par un point de vue incertain, tout est possible. On change de point de vue. Poderia seguir por um ponto de vista acertado ou afirmado. Bon, premièrement, donc, vous voyez qu'il y a deux formes, deux modalités de point de vue ici. Point de vue incertain, on verra après, c'est quand il y a des paroles ou des commentaires. Et donc, dans les deux cas ici, le point de vue représenté, comme il développe les points de vue, il a souvent beaucoup de subjectivel. Certo? Viu como é? Tem muito subjetivo, vocês acompanharam isso aí. Palavras subjetivas. Né? Et quand vous comparez avec la première partie d'un point de vue embryonnaire, il y a bien quelques subjectivels, mais il y en a moins. Il y en a moins. D'accord? Au fond, qu'est-ce qu'il y a comme subjectivel dans le point de vue embryonnaire? Le Philistin regarda et quand il aperçut David, il le méprisa. Qu'est-ce que vous voyez comme subjectivel? O que é que vocês veem como subjetivos aí? Subjetivos. O verbo antes de Davi é o quê? Perceber. Da percepção. Como ele viu, como ele entendeu, como ele leu, como ele interpretou. Quand il l'a perçu, elle a dit que c'est là parce que ça dépend. Comment est-ce qu'il l'a vu? Comment est-ce qu'il l'a Alors, attendez. La seule chose, si on dit quelles sont les marques de subjectivité,
la forme que vous devez me donner d'abord, c'est méprisable. Acho que é descrição de como Não é a palavra, ele quer saber uma palavra que marca essa subjetividade. É o desenho, méprisar, é o que E desprezado. é. Méprisable. Donc, d'accord, est-ce qu'il y en a une autre? Tem outra, além dessa? Na primeira parte, nessa primeira parte aqui, le filistão, nessa parte o filisteu olhou e quando percebeu Davi, o desprezou. Vous voyez une autre marque ou pas? Veio alguma outra marca ou não? Quand il y a- pequenas ações, olhar. Mas olhar é muito pessoal. il y a une autre marque. Muito pessoal. Você olhou, considerou, se olhou, assumir o significado de considerar, ele considerou, regar. Vamos traduire. Elle dit que ça dépend de la façon qu'il a regardé. Si on désire voir. Ah, bien sûr. Alors, mais là, le verbe regarde là, c'est plutôt neutre. Ele disse que é mais neutre esse verbo aí. Ah, Mais bien sûr que si on doit mettre ça en scène, c'est que très vite le regard doit se changer en un regard qui est relativement gai, il regarde en mépris. Et alors, c'est là où le problème se pose. C'est le quand il a perçu. Quand. Quelle est la valeur de quand? Qual é o valor? Comment est-ce que vous allez le traduire? Notamment quand. Bon. Alors en français, comment? A partir do momento. Ah, à partir. Oui, à partir. Oui, mais là, ça n'irait pas bien. Mais c'est pas faux, hein, ça pourrait marcher. Mais il y a mieux que ça. Au moment où, dès que, lorsque, vous voyez bien, quand je peux trouver tout un tas de, d'accord, sitôt que. Alors qu'est-ce qui marche le mieux? C'est que quand, si vous voulez, il y a plusieurs valeurs. Hein, soit c'est, il y a la temporalité ici, plus la temporalité 1, et si vous voulez, l'écart, il peut être important. Ça se suit. Donc ici, il y a un rapport de consécution. Hein? Première chose, puis deuxième chose. Et puis, il y a un rapport de concomitance. Concomitance. 2T, je crois. Je me souviens plus quand on écrit un tableau comme ça. Concomitance, ça veut dire que ça se passe en même temps. En même temps. Et quelles sont les marques qui indiquent la concomitance ici? C'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci. Plus que les autres. D'accord? Ça veut dire que quand, alors c'est traduit comme ça en français, si vous voulez, il faut paraphraser pour ça. Et donc, comme moi je travaille avec des exégètes sur la Bible, je leur dis, mais c'est comment là, dans le texte, soit c'est en grec ou en hébreu, et mes collègues m'ont dit, eh bien, la version hébraïque de la Bible correspond à ça. Sitôt que. C'est-à-dire que, à peine a-t-il vu, pour prendre une locution adverbiale, qu'il réagit par du mépris. C'est donc une réaction immédiate. Et donc, quand, sous cette valeur-là, qui indique la concomitance, c'est un subjectivel. Puisque ça indique une réaction immédiate. Alors vous voyez, c'est hyper difficile parce que toutes les marques, je peux les interpréter au positif ou au subjectif ou au négatif ou en objectif. Pas positif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ça? Ça va ou pas? Je pense que vocês entenderam, porque quando você depende, se for ao mesmo tempo, no momento certo, no caso aí a concomitância. Donc, réaction immédiate des effets. Donc, le point de vue embryonnaire, il est subjectif aussi ici, mais il est moins subjectif au
sens, il est tout autant que le point de vue, mais il y a moins de marques. Parce qu'il y en a deux, c'est des marques, vous voyez, quand c'est une marque grammaticale. Et vous voyez que pour exprimer la subjectivité, vous avez des verbes, des noms, gamin, vous voyez, ne cessez pas, etc. Vous avez des formes verbales, l'imparfait, c'est un temps subjectif. Vous avez des connecteurs, mais vous avez un marqueur temporel. Voilà, toutes les formes comme ça sont des formes qui expriment la subjectivité. Todas essas formas exprimem subjetividade. Tem o verbal, né? O imperfeito, que é o tempo subjetivo, mas tem outras marcas aqui também. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez le temps qu'on fasse un dernier exemple? Querem mais um último exemplo? Que horas? Pode fazer perguntas? Ou des questions? Ah, tem questões. Fazer perguntas? Maintenant, on passe aux questions. On passe aux questions. Allez. Bom, agora a gente não vai fazer questão porque depois já tem compromisso. Então vamos lá. Você faz a pergunta. Eu tenho duas perguntas. Ela tem questão. E a Angélica tem Des uma. questions? Deux. Deux. Ça n'est pas deux. E a Angélica e a Anaína. Vocês, diga depois a gente vê se são iguais, pode ser. Sério? Então, eu tenho Donc, duas. excusez-moi, juste une chose. Donc, vous voyez bien que c'est très long, j'ai un peu de mal. Vous lirez la suite. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez par mail. D'accord. Certo? Ele botou tudo isso depois vocês, quando eles tiverem perguntas. E eu quero ver se a gente organiza, porque está horrível para mim. Na próxima semana, no dia tarde, eu vou para a reunião. Acho que vai ser difícil. Por conta dos meninos. J'ai dit que j'aimerais bien avoir une autre chance, mais c'est assez difficile à cause des... C'est vous qui voyez. S'il y a trop, je ferai. Ele disse precisar ir. Obrigada. Ou alors, je peux faire une réunion sur la plage. Oui, vamos fazer uma Avec un parasol. Na praia. na praia. Devia estar no bord de meio. Linguistique à la plage. Oi. Praia, olha aí, praia. Você queria, assim, que ele explicasse, e se fosse possível, desse um exemplo de dois tipos de PDV que eu leio assim, mas eu não entendo, não tenho segurança. Elle aimerait bien, si tu pouvais parler, c'est des points de vue qu'elle lit beaucoup, mais n'arrive pas bien à saisir. Quais? Quando ele fala de prise en compte, Prise en compte. prise en compte. Como se dá um PDV neutro, porque o PDV neutro corresponde Un point de vue neutre. Comment est-il, comment il correspond? Bon. Porque eu me pergunto se o PDV, o ponto de vista, ele está diretamente com Ah oui, attendez, je crois que j'ai compris la question. Ele acha que já entendeu a pergunta. Mais on va voir. Bon, donc, si vous m'avez compris, des points de vue, Se você me entendeu, o ponto de vista é que você não estava no início. au fond, ils indiquent toujours une subjectivité. Eles une intention. indicam sempre uma subjetividade, uma intenção. Même, alors, souvent, parce qu'il y a des formes objectives, Frequentemente. mais même si c'est objectif, Mais parce qu'on peut interpréter ce qui est objectif, objectivement, comme les calculs, les stratégies, comme je vous l'ai dit. Donc, tout point de vue est subjectif. Todo ponto de vista é subjetivo, mesmo que a gente possa interpretar. Il y a une intention subjective et puis il y a des formes, c'est-à-dire des marques de subjectivité qui sont plus ou moins fortes. Tem marcas de subjetividade que são mais ou menos fortes. Donc, si je dis subjectif, Se eu digo subjetivo, il y a une contradiction avec neutre. tem uma contradição com neutro, com neutralidade. Mais c'est autre chose. Ça, c'est Je autre parle de tout à coup. Alors là, c'est la prise en compte. Je devais pas en parler, la prise en Isso é charge. a prise en compte. C'est la prise en compte et la prise en charge. Je devais pas en parler, mais je vais en parler quand même. Não deveria falar, mas vai falar. Porque ele vai falar nas conferências. Ah, Ele já fez mas ninguém que eu vou assistir. Eles pegam 3 anos, donc je vais garder pour la conférence. Non, mais ça va être vite. Vai Donc, ser rápido. il y a, rappelez-vous, les points de vue de L1, Ponto de vista do locutor. E1, et puis il y a les points de vue des L2. Hein, les points de vue de L2, E2, ou de E2, ou de E1'. D'accord? Bon, ces points de vue-là, je les prends en charge, c'est les miens.
Alors, Esses ele assume. ce que je dis directement, je le prends en charge, je l'assume, parce que sinon je serais un ivrogne, un fou, une surparle, on croit à ce qu'on dit, enfin, ça fait partie des maximes de Grice, forcément, en principe de sincérité. Bon. Ensuite, ce que disent les points de vue des autres. O que diz o ponto de vista dos outros. Les autres, il y a trois solutions possibles. Três soluções possíveis. Soit il y a un accord, Seja há acordo, soit il y a le désaccord, seja há desacordo, soit il y a ce que Nolke appelle la neutralité. seja o que Nolke chama a Bon, neutralidade. ou ce que moi je dis, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Roulet, la prise en compte. Ou a prise en compte, o que ele disse. Alors, ce sont des points de vue. Tous ces points de vue, on est bien d'accord qu'ils ont tous une forme subjective ou objectivante avec une intention subjective. Todos têm uma forma objetiva, L'accord. subjetiva, mas com uma L'accord, intenção ça veut subjetiva. dire que L1, E1, il marque son accord avec le point de vue de E2. Il le prend en charge aussi. Ele leva em conta. Pronto, leva. Il prend en charge le point de vue de E2. Ça veut dire l'accord, c'est pas mon point de vue, mais ça devient mon point de vue. Ou seja, o acordo não é o meu ponto de vista, mas ele se torna o meu ponto de vista. Quando eu assumo do dois lados. Donc ça veut dire que c'était autre de moi, O outro de mim, c'était un autre que moi, pardon, mais je me rapproche de ce point de vue. Ce point de vue qui était celui d'un autre, je le fais mien. C'est ça o l'accord. ponto de vista que era de outro, eu torno meu. Et c'est alors que ce point de vue est une forme subjective, objective, on s'en fout. C'est moi, je le prends en charge. Je suis d'accord. Alors évidemment, il y a des marques d'accord. Je suis d'accord, tout à fait, exactement. On peut le reformuler de la même manière. C'est de l'accord. É o acordo. Tá certo? Bon, le point de vue d'un autre, l'autre cas, c'est je suis pas d'accord. Et je le dis. Hein, Pierre. Eu não estou de acordo. Tartampion, Pierre a dit qu'il viendrait demain. Je ne le crois pas. Il dit toujours qu'il vient, mais en fait il ne vient pas. E ele disse que vinha amanhã, mas eu não acredito. Ele sempre diz que vem. Ça, c'est de la non-prise en charge. Isso é a não assunção da C'est-à-dire ce responsabilidade. point de vue, je ne le prends pas en charge. Esse ponto de vista eu não assumo. Não assunção. É a não assunção. Et puis, troisième solution, c'est un point de vue neutre, c'est-à-dire que je rapporte le point de vue. Je dis, Pierre a dit qu'il viendrait demain. Pierre disse que viria amanhã. Et c'est neutre au sens où, si on me dit, mais il vient ou il ne vient pas, Se me perguntam, ele vem ou não vem? et je répète, Pierre a dit qu'il viendrait demain. Pierre me disse que vinha amanhã. C'est-à-dire, je rapporte le fait qu'il m'a dit, mais enfin, si je dis comme ça, c'est que je n'ai pas envie de dire, oui, je crois qu'il va venir, ou non, je ne suis pas sûr. Eu Je dis, reporto o que ele disse. c'est neutre, je rapporte ça. Os políticos fazem muito isso no Brasil. É. Eles gostam de eleição perguntada, os humoristas, os escolas, que eles falam, eles repetem. Ele é politique ici. Vous avez tout à fait bon. Non seulement les politiques, mais la presse, constamment, ils utilisent des choses qui sont dites, et alors, soit ça peut être de la simulation, etc., c'est-à-dire, en fait, ils s'avancent masqués, ils n'osent pas dire, alors on leur dit, mais vous êtes d'accord avec ça? Ils disent, non, je jamais dit. C'est comme l'exemple. É aquela história. C'est Você comme tem- l'exemple. Eu nunca disse, eles mascaram. Isso que ele está dizendo, a imprensa faz isso constantemente. Quando você diz que os políticos, não só os políticos, mas a imprensa também. Non, Non. Pourquoi? parce que, ça vous devez savoir. Alors, Ariane me dit, prise en compte, c'est comme l'exemple 1. La guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. Alors, ça dépend de qu'est-ce qui est, de quoi vous parlez là dans tout ça. Parce que dans la guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. Oui, peut-être, ça dépend. Donc, la guérilla est vraiment prête à libérer les otages. Est vraiment. Ça, c'est une prise en compte. C'est-à-dire que la journaliste, elle prend en compte le vraiment. Mais en réalité, comme il y a serait, il y a non prise en charge. C'est non prise en charge. Serait.
c'est une mise à distance. D'accord. Donc, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a non prise en charge dans la guérilla serait vraiment. D'accord? Ah não, foi no tempo C'est bon? C'est bon? Donc vous. futuro do pretérito. Se eu uso o futuro do pretérito, eu não assumo. C'est parce qu'elle désire avoir une formule définitive. Et il dit souvent ça dépend. Não é porque está usando, tem que depender do contexto. Ele está tentando mostrar isso. Les élèves, les étudiants, ils adorent les formules définitives. Ele que conta. Ça dépend. Alors, ça dépend. Ça dépend. Et acabou. Mais vous comprenez, la prise en mémoire, compte, c'est que je rapporte les choses sans m'engager. A prise en compte, ele conta as coisas sem se engajar. Je ne m'engage pas. Et alors, c'est pour ça que neutre, moi je n'aime pas cette formule, parce que l'énoncé que je prends en compte, il peut être subjectif. Ela gosta da imparcialidade do jornalismo. Elle dit que c'est la supposée position impartiale des journalistes. Tout à fait. Exatamente. Eles É tentam. o negócio do direito da imparcialidade do juiz que é Alors, Et comme il est avocat, il rapporte toujours au juge. Il a dit que c'est quand le juge venait. Alors, Et ça c'est un peu plus difficile. c'est encore moins difficile. Mais en tout cas, les journalistes, c'est souvent une position qu'ils ont de neutralité, c'est-à-dire ils ne prennent pas, ils rapportent les faits sans se positionner. Eles assumem, eles trazem o fato sem se posicionar. Tandis que le juge, il y a un moment, il rapporte les faits, c'est-à-dire qu'il les prend en compte. Mais à la fin, quand il rend son jugement, il choisit pour l'un ou pour l'autre. Voilà, c'est ça. Donc il y a un moment, il y a un temps pour la prise en compte, et il y a un temps où il prend en charge sa propre opinion. Mais il les prend toujours en compte. D'abord, forcément, parce que ça veut dire si son entend est plaignant. Et on écoute, et souvent il y a des c'est là où il y a des quand les gens ont affaire à la justice, il y a des malentendus, parce que le juge il écoute, puis parfois il fait oui. Il fait oui, mais ce oui, ça veut dire je vous écoute, continuez à parler, ça ne veut pas dire je suis d'accord. Não significa que diz continue, eu estou ouvindo, significa que eu estou de acordo. Et souvent, alors les gens, ils croient, une fois qu'ils ont parlé, que le juge est d'accord avec eux. Et puis quand il y a le jugement, ben non. E às vezes as pessoas que estão falando acreditam que o juiz está de acordo com eles. Aí depois, quando vê A uma conversa palavra, é Vous comprenez? Est-ce que j'ai répondu à la question? Mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend tout le temps. ele respondeu a pergunta. Si vous voulez des réponses définitives, il ne fallait pas m'inviter. Olha, se quiser resposta definitiva, não era para ter convidado ele. Mais la vie c'est compliqué et la seule chose qu'on peut faire c'est de donner des paramètres. Déjà ça, c'est beaucoup. Oui. On donne des paramètres parce que moi, tout mon point de vue, ça dépend, mais je peux toujours justifier ce que je dis. Ele pode sempre justificar o que ele diz. E nós estamos muito felizes por isso. E a Angélica, qual é a pergunta? Estava vendo que minha pergunta é um pouquinho grande. Então, se Ok. tiver alguém contra, Veja se você acha pertinente. Eu não posso responder. é um pouco besta, assim, mas é só para Ele diz que isso organizar é as questão de ideias. homem, não? É só para organizar as ideias. No caso, eu queria saber o conceito mesmo. O conceito dele De quê? de texto, de discurso, de enunciação. Ah, mas aí eu não sei se ele fala. Elle voudrait avoir comme concept de definition des textes, de discours, de quoi encore? Enunciação. Énonciation et Eu não sei. énoncé. Conférence. Fazer uma aula. Vai escrever um livro. Legal, mais dois escolas. Aí tá. Elle va lire, elle va chercher. Je peux répondre, mais il faudrait Non, des heures. non. D'un mot, l'énoncé, tellement de définitions, mais un énoncé, c'est une phrase en situation. É uma Hein, frase. c'est tout il y a une première définition d'énoncé, c'est que c'est une phrase en situation, É uma frase em c'est des contexto. linguistes qui parlent d'énoncés, parce qu'en principe c'est des énoncés attestés en situation par rapport aux grammairiens qui parlent de phrases abstraites. Donc un énoncé, c'est ça. Et en gros, un énoncé pour moi, c'est une prédication.
Une prédication, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur quelque chose. Voilà. Então, Énoncer la é prédication. uma predicação. Bon, alors Alguém que diz alguma après, coisa évidemment, ça c'est le cœur de la définition d'énoncer. Parce qu'il y a des prédications, vous savez bien, il y a des prédications simples et puis il y a des prédications complexes. Complexes. Jeanne ayant terminé ses mâles s'approcha de la fenêtre. S'approcha de la fenêtre, c'est la prédication première. Ayant terminé ses mâles, c'est la prédication seconde. C'est comme une phrase, il y a des propositions uniques, il y a des propositions subordonnées, il y a des principales, c'est la même chose. Mais un énoncé, c'est ça, c'est une prédication. Bon. L'énonciation, on peut le définir de 36 manières. Première définition, c'est l'acte de produire des énoncés. É o ato de produzir enunciados. L'acte de produire des énoncés. Mais, alors là, c'est un vrai débat qui mériterait énormément de temps. C'est que l'acte, si vous voulez, qui consiste à produire des énoncés, si vous avez bien compris ma définition, ça renvoie à la production des énoncés au locuteur. D'accord ? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est des textes que j'ai écrits, il y en a bien d'autres qui ont écrit sur cette question, c'est que pendant longtemps, Benveniste, qui est à l'origine des théories énonciatives, ne fait pas la distinction entre locuteur et énonciateur. Et beaucoup de gens encore en France aujourd'hui ne font pas la distinction entre locuteur et énonciateur. Pour eux, c'est pareil. D'accord ? Donc il y a un sens énonciation qui veut dire produire des énoncés, c'est-à-dire le locuteur qui produit des énoncés. Vous savez bien qu'en anglais, on parle que speaker. Il n'y a pas deux mots, il n'y en a qu'un. Speaker. D'accord ? Donc, énonciation, c'est l'acte de production des énoncés. Puis deux, ma conception d'énonciation, c'est la façon dont un énonciateur construit ses positions énonciatives et change de position. L'acte d'énonciation, c'est la façon de changer de point de vue et de position énonciative. Et là, ça concerne l'énonciateur. Donc, il y a une conception de l'énonciation externe qui consiste à dire je produis des énoncés, et puis il y a une conception de l'énonciation qui est ma conception interne qui consiste à dire je produis des points de vue et je change de point de vue. C'est deux conceptions d'énonciation, deux conflits. Dois conflitos, dois pontos de vista de enunciação. C'est bon, vous avez compris ça? Entendeu? C'est très important, c'est des conflits théoriques. Conceitos Bon, teóricos. ensuite, théorie, texte et discours. On va faire simple, Jean-Michel Adam. Isso é com Jean-Michel Adam. Texto e Si on fait Jean-Michel Adam, c'est-à-dire des textes, c'est des unités d'énoncés qui forment un texte, qui ont une unité. enunciados que formam Une texto. unité communicative, une unité. Alors, une phrase, parfois, ça correspond à un texte. Uma frase, às vezes, Hein, si je dis je t'aime, se eu digo on je se t'aime. comprend, d'accord? Mais, et puis, ça peut aller jusqu'à... Oui, 15 ontem Ça, já c'est disse le o vosso era vir na paimezina, ça dépend de son. Bien sûr. Et Mais comme ensuite, le le discours, discours, je crois fondamentalement que c'est le texte en situation. Ele acredita que o discurso é o texto em situação. E é isso também que a gente Donc, entende. le texte, c'est une unité relativement abstraite, donc il y a 5 types de textes. O texto é uma C'est les 5 types de unidade textes, les abstrata. séquences descriptives, narratives, argumentaires, c'est des textes. Et puis, ces textes, ils s'incarnent dans des genres de discours. Esses textos se engajam, se materializam em gêneros. Donc, il y a des genres de discours du narratif, il y a le roman, le conte, la les contes. nouvelle, le fait divers, le récit oral, l'autobiographie. Vous voyez bien. Donc, le discours, c'est les genres, le discours, c'est des genres, c'est des textes dans des genres en situation. Certo, entendeu? Os gêneros são C'est bon? textos em situação. Alors, ce n'est pas une question belle, c'est une question terrifiante. Não é uma questão boba, é uma Parce questão. que, mais voilà, j'ai répondu. Pronto, gente, então a gente vai agradecer e aplaudir, vamos logo aplaudir. Je te remercie, mon nom est de Bézélève. J'espère que ça- Ah, c'est J'espère que un ça a rêve, été hein? un peu